Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 30 octobre dernier, on fêtait le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski. Si pour nous, l'auteur de Crimes et Châtiments est le peintre des tourments de l'âme, pour le Russe, il est l'écrivain descendu aux enfers, prophète des horreurs du XXe siècle. Le génie de Dostoïevski a connu une jeunesse chaotique. Après le succès de son premier roman, Les pauvres gens, sa vie va basculer lorsqu'un matin d'avril 1849, la police vient l'arrêter pour son implication dans la société secrète de Petrachevski, groupe connu pour ses idées politiques subversives. Le tocsin sonne pour le jeune écrivain âgé d'à peine 28 ans. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode en 2 parties. Nous sommes au printemps 1849 dans un appartement du centre de Saint-Pétersbourg, non loin de la perspective Nevski. Dans le salon d'une 30aine de mètres carrés, une vingtaine de jeunes gens discutent bruyamment. Une épaisse fumée de cigares stagne au plafond. Il est tard. Comme chaque samedi depuis 3 ans, la société secrète créée par Petrachevski se réunit là, à la tombée de la nuit. Les hommes et femmes qui composent le groupe viennent de tous les horizons. On trouve des fonctionnaires, des étudiants, des médecins, des philosophes, mais aussi de simples artisans. Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui veulent obtenir la refonte du système de gouvernement qui, depuis le tsar Ivan le Terrible, tient le pays avec brutalité. Si les idées socialistes de Fourier ont inspiré la plupart des partisans d'un radical changement de régime, c'est surtout la Révolution française qui fascine ceux qui veulent en découdre avec l'autocratie en place. Parmi les tsars qui se sont succédés à la tête de toutes les Russies, il en est un qui s'est présenté sous un jour étonnamment libéral, Alexandre Ier. Ouvert aux idées nouvelles, amoureux de la France, il s'est intéressé très tôt à la tournure démocratique prise par certains pays d'Europe. Les idéaux des droits de l'homme le touchent. Lorsqu'il meurt, le nouveau tsar Nicolas Ier hérite d'un pays que travaille déjà l'aspiration à l'égalité. Le principe de l'autocratie, avec son amalgame de terreur et d'absurdité si caractéristique d'une certaine Russie, forme avec le servage 2 piliers d'un ancien monde devenu odieux à tous. Une première révolte a secoué le pays dans les années 1820, sévèrement réprimée par Nicolas Ier. Ce tsar a hérité de son père Paul Ier une forme aiguë de paranoïa qui exacerbe un culte de l'autorité religieuse et politique poussé à la caricature. Pour ceux qui, parmi le peuple, espéraient un changement de régime, les espérances nées avec Alexandre Ier sont bel et bien enterrées. Et comme la France reste pour tous les Russes une référence absolue, dans tous les domaines, on se réunit en société de pensée, on publie des articles subversifs, donnant à Saint-Pétersbourg, en ces années du milieu du XIXe siècle, le visage du Paris de 1740. On discute, donc on fume, on boit beaucoup, chacun y va de son projet politique personnel, aussitôt contredit par un projet concurrent, censé être plus réaliste ou plus radical, l'originalité touchant parfois au farfelu. M'étant consacré entièrement à l'étude de l'organisation de la société de l'avenir qui doit remplacer la nôtre, je suis arrivé à la conviction que tous les créateurs de systèmes sociaux, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, ont été des rêveurs, des conteurs de sornettes, des sots qui se contredisaient eux-mêmes et ne comprenaient rien aux sciences naturelles et à cet étrange animal qu'on appelle l'homme. Platon, Rousseau, Fourier ne sont que des colonnes d'aluminium. Ils sont bons tout au plus pour les moineaux et non pour les hommes. Or, comme les formes sociales de l'avenir doivent être fixées précisément maintenant, quand enfin nous nous sommes tous décidés à passer à l'action sans hésiter, je propose mon système d'organisation du monde. Je dois vous prévenir que mon système n'est pas complètement achevé. Je me suis embrouillé dans mes propres données et ma conclusion se trouve en contradiction directe avec l'idée fondamentale du système. Partant de la liberté illimitée, j'aboutis au despotisme illimité. C'est en ces termes que s'exprime Dostoïevski à propos du leader de cette organisation, Petrachevski. Durant les 4 années que perdurèrent ces réunions, aucun attentat ne vint troubler la quiétude du tsar.
Si les membres de la société Petrachevski étaient sans doute animés par de nobles idées, un de ses anciens adeptes, l'écrivain Stalikov-Chedrin, en fera une description calamiteuse, affirmant qu'on ne trouvait là qu'un ramassis d'incapables et de ratés, velléitaires, parfois même complètement imbéciles et dépourvus de toute capacité d'organisation. Le fait est qu'ils se laissèrent infiltrer le plus facilement du monde par les espions de la police tsariste, qui ne tarda pas à attendre le moment propice pour les rafler en un seul coup de filet. Et parmi eux se trouvait pourtant un jeune homme promis à un destin extraordinaire, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. En 1849, au plus fort de son implication dans le groupe Petrachevski, il a déjà un passé d'écrivain prometteur. Son premier roman, donc Les pauvres gens, a enthousiasmé le public et la presse. On a parlé d'un nouveau Gogol. Des nouvelles d'un nouveau génie, M. Dostoïevski, circulent à Saint-Pétersbourg. Nous ne savons pas s'il s'agit de son vrai nom ou d'un pseudonyme. Le public de lecture loue son nouveau roman, Les pauvres gens. Puis l'hystérie est tombée d'un coup. Les publications suivantes ont même été de cuisants échecs. Des écrivains comme Tourguenieff se moquèrent ostensiblement de lui, d'autant que ce dernier, au plus fort de son succès, s'était montré arrogant, pédant, fanfaron à l'envi. Le jeune premier porté au nu dut redescendre sur terre et quitter les salons pétersbourgeois sous les huées. Déchu, misérable, frappé d'épilepsie depuis l'assassinat de son père par ses serfs, il n'en a pas moins continué à écrire et fréquente plus que jamais la société secrète de Petrachevski. Il explore inlassablement ces thèmes de prédilection que sont la misère et le crime, tout en cherchant à participer à la construction d'un monde meilleur. Mais au mois d'avril 1849, sa vie va basculer, les membres du groupe sont trop bavards, les conversations bien arrosées, tenues sans méfiance en présence des espions de la police, ont été rapportées au tsar. Le 23 avril 1849, la police pénètre dans les domiciles des 35 membres du groupe de Petrachevski, parmi eux Dostoïevski. Selon l'ordre suprême du tsar, je vous ordonne d'arrêter Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, lieutenant et artiste littéraire, à 4 heures du matin, de sceller tous ses papiers, manuscrits et livres, et d'expédier immédiatement tous ces documents, ainsi que le surnommé Dostoïevski, à la 3e section de la police royale de Sa Majesté. Si Dostoïevski prétend que certains documents appartiennent à d'autres personnes, ignorez ces déclarations et scellez également ces documents. Arrêté pour critique abusive de l'Église orthodoxe et propagande anti-gouvernementale, Dostoïevski est conduit à la forteresse Pierre et Paul. L'instruction va durer 7 mois. Le 19 décembre, il apprend, avec 20 autres accusés emprisonnés avec lui, qu'il est condamné à la peine de mort par balle. 3 jours plus tard, le 22, aux aurores, les condamnés sont amenés sur la place Semyonov de Saint-Pétersbourg, lieu de l'exécution de leur peine. On fait lecture de la sentence de mort. Un pope présente un crucifix aux lèvres de chacun des condamnés. Dostoïevski, ayant le grade d'officier, on le dégrade officiellement en brisant son épée au-dessus de sa tête. Puis on l'attache au poteau d'exécution, à côté de ses compagnons d'infortune. Il allait mourir à 27 ans, plein de santé et de vigueur. Près de là s'élevait une église dont la coupole dorée brillait sous le soleil éclatant. Il se rappelait avoir fixé avec une terrible obstination cette coupole et les rayons qu'elle réfléchissait. Il ne pouvait pas en détacher les yeux. Ces rayons lui semblaient être cette nature nouvelle qui allait être la sienne, et il s'imaginait que dans 3 minutes, il se confondrait avec eux. Son incertitude et sa répulsion devant cet inconnu qui allait surgir étaient effroyables. Mais il déclarait que rien ne lui avait été alors plus pénible que cette pensée. Si je pouvais ne pas mourir, si la vie m'était rendue, quelle éternité s'ouvrirait devant moi. Je transformerais chaque minute en un siècle de vie. C'est ainsi que dans L'Idiot, Dostoïevski racontera cette scène de l'exécution. Les soldats du peloton d'exécution mettent leurs fusils en joue. Il ne reste plus que quelques secondes de vie à Dostoïevski. Le tambour retentit soudainement. Un messager vient d'arriver, porteur d'un ordre venu de l'autorité suprême. L'inimaginable vient de se produire. Le tsar, désireux de leur donner une chance, a donné l'ordre de gracier les condamnés et de commuer leur peine en travaux forcés. Cet épisode va marquer Dostoïevski de manière indélébile et faire de lui
un homme nouveau. Le coup de théâtre n'était pas fortuit. Il avait été préparé par le tsar lui-même, qui voulait donner une leçon à ces jeunes gens à l'esprit dévoyé en leur procurant la frayeur de leur vie. La peine de Dostoïevski est commuée en 4 ans de travaux forcés à Omsk, suivi de 5 ans de service militaire en Sibérie orientale. Avant même d'avoir commencé à purger sa peine, Dostoïevski éprouve un sentiment de liberté étourdissant. Il se sent déjà un délivré vivant. Non seulement il n'est pas mort, mais en allant au bagne, il peut échapper à cette vie pétersbourgeoise qui lui était devenue insupportable. L'écrivain déchu n'avait plus rien à y trouver. Le convoi quitte Saint-Pétersbourg le 24 décembre. Le voyage va durer 1 mois. Ses compagnons de misère s'étonnent de voir Dostoïevski chanter des cantiques d'un air presque guilleret et faire fi des fers de 5 kilos qui entravent ses pieds. On passe par les grandes villes de l'Empire, Tver, Nijni Novgorod, Kazan, Perm. À Tobolsk, les condamnés reçoivent la visite de quelques épouses de décabristes, ces révolutionnaires des années 20 que le tsar avait châtiés sans pitié. Elles ont suivi leurs époux en exil et vivent là, en plein cœur de la Sibérie, depuis 25 ans. L'une d'entre elles va donner à Dostoïevski un livre dont il ne se séparera jamais, les Évangiles. Une chance, c'est la seule lecture autorisée au bagne. Les jours passant, Dostoïevski se fait remarquer par son entrain et l'espérance qu'il essaie d'insuffler à ses compagnons. Certains pensent au suicide, il discute avec eux des heures durant pour les en dissuader. Sa vie nouvelle a déjà commencé. Avant de partir, alors qu'il était encore à pleurer de joie à l'idée de pouvoir vivre encore, il avait écrit « Je ne suis pas abattu, je n'ai pas perdu courage. La vie est partout la vie. La vie est en nous et non dans le monde qui nous entoure. Près de moi seront des hommes. Et être un homme parmi les hommes et le demeurer toujours, quelles que soient les circonstances, voilà le véritable sens de la vie. » Le 23 janvier 1850, au plus froid de l'hiver, alors que la température descend au-dessous de -30, Dostoïevski arrive devant l'immense palissade de pieux noués de fer qui ferme la maison de force de Omsk. Selon son témoignage, il n'éprouve nulle véritable angoisse, mais plutôt une forme de curiosité, comme le serait celle d'un explorateur qui découvre un nouveau pays. S'il sait qu'il va trouver là les pires des criminels, il ne doute pas un seul instant que l'expérience qu'il va vivre va lui apporter les réponses qu'il attend aux interrogations qui le torturent sans répit, qu'il s'agisse de Dieu, du peuple, de la vie, de la mort. Réponses qui ne lui avaient pas été données dans les appartements confinés de Saint-Pétersbourg où l'essentiel disparaissait dans le tumulte des interminables joutes verbales. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré à Dostoïevski. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 30 octobre dernier, on fêtait le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski. Si pour nous, l'auteur de Crimes et Châtiments est le peintre des tourments de l'âme, pour le Russe, il est l'écrivain descendu aux enfers, prophète des horreurs du XXe siècle. Le génie de Dostoïevski a connu une jeunesse chaotique. Après le succès de son premier roman, Les pauvres gens, sa vie va basculer lorsqu'un matin d'avril 1849, la police vient l'arrêter pour son implication dans la société secrète de Petrachevski, groupe connu pour ses idées politiques subversives. Le tocsin sonne pour le jeune écrivain âgé d'à peine 28 ans. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode en 2 parties. Seconde partie, Souvenir de la maison des morts.
La katorga, la maison de force d'Omsk, fait partie du paysage de la ville. On est là, au plus profond de la Sibérie. Au sud, à quelques 100 kilomètres, c'est le Kazakhstan et les plateaux désertiques. Omsk, perdu au milieu de nulle part, se trouve plus proche de la frontière mongole que de Moscou. L'hiver, il peut faire jusqu'à -50. Les palissades du bagne, hautes de 5 mètres, se dressent, menaçantes, devant les façades ouvragées des maisons de la ville. Dans cette région, toutes les constructions sont en bois. Les forêts alentours sont si denses, si grandes, si épaisses qu'elles fournissent la principale matière première dont on fait les bâtiments. Bois et village, d'ailleurs, sont désignés en langue russe par le même mot, à une syllabe près. Quand on pénètre dans l'enceinte, on voit quelques bâtiments. De chaque côté d'une cour très vaste s'étendent 2 constructions de bois faites de troncs équarris à un seul étage. Ce sont les casernes des forçats. On y parque les détenus divisés en plusieurs catégories. Au fond de l'enceinte, on aperçoit encore une maison, la cuisine, divisée en 2 chambrées. Plus loin encore se trouve une autre construction qui sert tout à la fois de cave, de hangar et de grenier. Le centre de l'enceinte, complètement nu, forme une place assez vaste. C'est là que les détenus se mettent en rang. On y fait la vérification et l'appel 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir, et plusieurs fois encore dans la journée si les soldats de garde sont défiants et habiles à compter. Tout autour, entre la palissade et les constructions, il reste une assez grande surface libre, où quelques détenus misanthropes ou de caractère sombre aiment à se promener quand on ne travaille pas. Ils ruminent là, à l'abri de tous les regards, leurs pensées favorites. Lorsque je les rencontrais pendant ces promenades, j'aimais à regarder leurs visages tristes et stigmatisés et à deviner leurs pensées. Un des forçats avait pour occupation favorite, dans les moments de liberté que nous laissaient les travaux, de compter les pieux de la palissade. Il y en avait 1500. Il les avait tous comptés et les connaissait même par cœur. Chacun d'eux représentait 1 jour de réclusion. Il décomptait quotidiennement un pieu et pouvait, de cette façon, connaître exactement le nombre de jours qu'il devait encore passer dans la maison de force. Premier jour, premières épreuves. Dostoïevski, considéré comme noble par ses compagnons de casernement, attire le mépris, voire la haine. Dans le baraquement où sont à 50 détenus, on a jeté pêle-mêle les condamnés de toutes espèces. Meurtriers, violeurs, voleurs, dorment à côté de notables envoyés au bagne pour avoir participé à des réunions interdites ou avoir lu des livres censurés. L'espace est si étroit qu'une fois allongés sur leur paillasse, les têtes des détenus se touchent. Dostoïevski va faire dès les premiers jours le constat que la promiscuité non consentie est une des pires tortures qu'on puisse infliger à un être humain. Il en tirera cette conclusion étonnante. L'homme est une créature qui s'habitue à tout, c'est même ce qui le définit. À la katorga d'Omsk, on ne peut pas dire que le travail forcé soit insupportable. Dostoïevski décrit des tâches relativement simples à accomplir, entrecoupées de longues pauses. Il s'agit par exemple d'aller démonter une barque hors d'usage au bord d'un lac voisin. Les forçats rechignent à accomplir le travail. Les soldats qui les surveillent se fâchent. En fin de compte, tout le monde s'y met, avec plus ou moins d'entrain. Une fois la barque démantelée, on revient au baraquement. Les travaux forcés laissent le temps aux détenus d'effectuer d'autres activités pour leur compte personnel. On organise des trafics en tout genre, d'eau-de-vie, de tabac, de victuailles. Si ces petites entreprises sont interdites par le règlement, elles prospèrent envers et contre tout, avec la complicité tacite des responsables du bagne qui se contentent de temps en temps d'une petite inspection. Il y a là un fait qui a échappé à bien des historiens de la Russie. Il est en effet difficile de comparer les travaux forcés de l'époque tsariste au goulag de l'époque soviétique, et encore moins au camp de concentration nazi. Le quotidien des bagnards de la katorga d'Omsk ressemble bien plus à celui des prisonniers de guerre de Kolditz qu'aux déportés d'Ekibastuz, le Dachau russe. Durant ces années de détention, Dostoïevski va réussir à se faire respecter et même à se faire aimer. Des détenus vont se dévouer à son service et faire office de valet. Parmi les prisonniers, il se trouve bien sûr des irréductibles, de véritables fauves humains qu'il n'approchera jamais. Mais les plus faibles d'entre les bagnards, ceux que tous rejettent, trouvent auprès de lui réconfort et amitié. Au fil des mois, il fait l'expérience de la proximité constante avec cette entité que les nobliaux révolutionnaires de Saint-Pétersbourg n'évoquaient qu'en théorie et qu'ils n'auraient pas approché sans une expression de dégoût, le peuple. Ce peuple
Dostoïevski le découvre au bagne, sous la rude écorce du criminel, du réprouvé, du misérable. Dans les baraquements, les soirées et les nuits passent au crible de l'entassement des corps, la puanteur, les jurons, les disputes. On surveille chacun de ces effets, car ici tout le monde vole tout le monde. Le seul frein à la pagaille est la menace d'une inspection du sous-officier du camp qui n'hésitera pas à faire fouetter les fauteurs de troubles. Au cœur du chaos, alors que Dostoïevski, qui n'a pas 30 ans, a vu sa vie basculer dans le néant et son avenir brisé, ses aspirations, toujours frémissantes, vont trouver un terreau propice à leur développement. Ce peuple russe qu'il voulait approcher, il va apprendre à le connaître, à nouer avec lui un lien vivant. Ces forçats qui semblent avoir perdu tout visage humain sont désormais pour lui des hommes véritables, des caractères profonds, puissants et beaux. De l'or sous l'ordure. Qu'on se garde toutefois de voir dans la prison ou le bagne de l'époque une chance pour parvenir à l'expression de soi et à l'altruisme le plus désintéressé. Non, si les travaux forcés ont donné à un homme comme Dostoïevski l'occasion de trouver, sinon la vérité avec un grand V, du moins sa vérité, c'est que le personnage est d'un caractère exceptionnel. Pour le meilleur comme pour le pire, il en convient lui-même, le bagne est un châtiment inutile, cruel, pervers. S'il affirme à son frère a posteriori que le bagne a tué beaucoup de choses en lui et en a fait éclore d'autres, il refuse à cette peine tout effet salvateur sur les criminels qui y sont condamnés. Il est avéré que ni les maisons de force, ni les bagnes, ni le système des travaux forcés ne corrigent le criminel. Ces châtiments ne peuvent que le punir et rassurer la société contre les attentats qu'il pourrait commettre. Ceux qui n'étaient pas encore corrompus en arrivant à la maison de force s'y pervertissaient aussitôt. Le système cellulaire soutire du criminel toute sa force et toute son énergie, énerve son âme qui l'affaiblit et effraie, et montre enfin une momie desséchée et à moitié folle comme un modèle d'amendement et de repentir. Non, le seul tribunal qui vaille pour Dostoïevski, c'est celui de la conscience. Et la seule peine qui soit féconde, c'est la souffrance causée par la conscience de son propre crime, qui offre un chemin de purification authentique à celui qui a commis le mal. L'auteur de Crimes et Châtiments va faire son credo de cette idée que chacun est coupable devant tous et que la prise de conscience de cette vérité fonde l'homme et le sauve. Au bagne, il va d'ailleurs accepter sa peine librement. S'il a été condamné, ce n'est que justice. Il est vrai que si l'on en croit le témoignage de ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse, il n'avait rien d'un saint homme. Débauché, fanfaron à ses heures, il se serait vanté auprès d'un ami d'avoir violé une fillette de 8 ans lors de son voyage à Londres. Médisance de jaloux, il n'en reste pas moins que la thématique de l'enfant abusé est présente dans 2 de ses œuvres majeures. A-t-il vraiment commis le crime épouvantable dont parle cet ami ? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que Dostoïevski, dans son exploration des gouffres du cœur humain, a pu croiser en lui des sentiments ou des idées sordides dont il n'a pu s'affranchir que par l'écriture. Ne disait-il pas lui-même qu'il lui fallait écrire ou mourir ? Dostoïevski au bagne rencontra son propre cœur en même temps qu'il conçut pour les réprouvés, les exclus, les marginaux, une passion presque amoureuse qui décida de sa vie de romancier. Sitôt libéré et conduit à son lieu d'exil de Semipalatinsk, dans l'actuel Kazakhstan, il se mit à la rédaction de ses souvenirs de bagne qu'il appela « Souvenirs de la maison des morts ». L'ouvrage eut un succès fulgurant. Le tsar lui-même, dit-on, fondit en larmes. Dans les mois qui suivirent, les châtiments corporels furent supprimés des sévices infligés aux forçats. Tolstoï, alors au fait de sa gloire, désigna l'ouvrage comme le meilleur de toute la littérature russe, Pouchkine compris. À Saint-Pétersbourg, on salue la naissance d'un nouveau Dante. Il avait fallu au jeune et impétueux écrivain cette descente aux enfers pour consacrer sa mort au monde et sa résurrection dans une littérature marquée du sceau de ce qu'il appelait la vie vivante. Dostoïevski, libre, il n'en fut pas pour autant délivré de ses démons. Frappé de crises d'épilepsie parfois quotidiennes, possédé par la passion du jeu,
Fui par les femmes que dégoûte son aspect physique, il ne lui reste qu'une ressource, écrire. Le bagne lui a donné de vivre une rencontre vraie avec l'autre dans ce qu'il a de plus repoussant. Il lui a ainsi donné des yeux pour explorer sans crainte les abîmes de son propre cœur, qu'il ne cesse de découvrir, selon le mot de Jean de Kronstadt, creux et plein d'ordures. Jusqu'à la fin de ses jours, il sera le témoin à la fois émerveillé et horrifié de cette nature humaine qu'il contemple en lui-même et en l'autre, et dans laquelle il cherche inlassablement le sceau de l'amour derrière le néant, la beauté sous la laideur et le paradis au fond de l'enfer. La beauté. En plus, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il y en a plein, et même des gens au cœur très noble et à l'esprit très haut, qui commencent par l'idéal de la Madone et qui terminent par l'idéal de Sodome. Le plus terrible, c'est que même avec l'idéal de Sodome au fond du cœur, ils ne renient toujours pas l'idéal de la Madone. Et que cet idéal, il leur fait brûler le cœur pour de vrai. Ils brûlent pour de vrai dans les pures années de leur jeunesse. Ce qui est affreux, c'est que la beauté, non seulement c'est une chose terrifiante, mais c'est une chose qui a un secret. Le diable et le bon Dieu qui luttent ensemble, avec pour champ de bataille le cœur des gens. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode est disponible sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.